Bonjour à tous pour ce nouveau live Hauts-de-France Addiction consacré au tabac, moi sans tabac. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Bonjour à tous ceux qui nous rejoindront pour le replay. Bonjour Françoise. Bonjour. Et ce live, nous allons le consacrer au tabac et au rétablissement en santé mentale. Donc nous accueillons aujourd'hui le docteur Claire Joubert, qui est psychiatre à la MGEN à Lille. Bonjour Claire. Bonjour. Nous accueillons aussi sa collègue Iman, qui est chargée de projet à la MGEN. Bonjour Iman. Bonjour. Et enfin, nous accueillons Nadia Tourèche, qui est infirmière dans un service en soins psychiatriques, dans un centre de réhabilitation psychosociale à Saint-Amand-les-Eaux. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par un projet qui vous tient à toutes les trois très à cœur. Et donc, Claire, vous êtes responsable. C'est le projet Rétabablissement. Alors, en quoi consiste ce projet? Je sais plus, est-ce que c'est... Oui, oui, allez-y, Claire, et on fera compléter par, par Nadia. Euh, alors, le projet Rétablissement, donc c'est un projet en fait qui vise à améliorer les pratiques autour du tabac en psychiatrie, parce qu'on sait que souvent les personnes concernées par les troubles psychiques, elles sont plus fumeuses, elles sont plus dépendantes et pourtant elles ont moins d'aide à arrêter. Donc, ce qu'on essaye de faire avec le projet Rétablissement dans les Hauts-de-France, bah, c'est de fédérer un peu des professionnels et des usagers qui sont intéressés et qui réfléchissent ensemble à comment ils peuvent s'améliorer. Et donc, Nadia, par exemple, elle fait partie de ces professionnels-là. Alors, Nadia, très concrètement, vous êtes sur le terrain, les mains dans le cambouis, comme on dit. Comment ça se passe, la mise en œuvre de ce projet dans un établissement comme celui où vous travaillez? Qu'est-ce que ça donne? Dites-nous. Alors, concrètement, c'est depuis septembre qu'on est investi dans le projet suite à la rencontre avec l'équipe rétablissement, donc Claire Heyman. Et en fait, depuis septembre 2024 déjà, c'est être soutenu par notre chef de service, le docteur Lopazinski, c'est très important. Donc, c'est un projet de service. Et nous avons formé en fait une équipe qui s'étoffe petit à petit avec plusieurs corps de métier. Donc, c'est la richesse aussi de cette équipe. Il y a la case manager, un père aidant, Laurent, un psychologue TCC, des médecins généralistes, un aide-soignant et moi-même infirmière. Donc en fait, nous avons mis en place une permanence tabac avec un lieu dédié dans le service, un jour établi. On a choisi le vendredi. Et nous recevons les usagers en individuel, entretien d'accueil et atelier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà ce qu'on peut faire avec plus ou moins un suivi suite au premier entretien. Pour l'instant, on a surtout des demandes de diminution de tabac. Mais aussi, pour nous, la permanence tabac, c'est aussi aider à la gestion du tabac, proposer des substituts quand les patients n'ont plus de cigarettes, c'est important, et ne pas laisser le manque s'installer. En fait, on a deux casquettes. On a l'écoute des demandes, on est à l'écoute des demandes des usagers, donc la diminution, l'arrêt du tabac, mais aussi au manque de cigarettes. Nous travaillons également pour faire du projet un programme d'éducation thérapeutique. Donc c'est un peu complexe, mais le programme d'éducation thérapeutique, ça va nous aider à jalonner une démarche, à faire un programme d'éducation construit euh, auquel pourront adhérer les autres soignants du service. Mhm. Plus on est nombreux, mieux c'est en fait. Et en fait, en 2025, on a réfléchi, 2024, balbutiement, bon, on avance doucement. Puis 2025, avec le père aidant, donc Laurent, on commence à mettre en place des séances de groupe. Le tabac, si on en parlait, donc on a intitulé ça comme ça. Et la première a eu lieu le 23 janvier. Donc on a présenté le rétablissement et la permanence aux usagers et c'était plutôt positif parce c'était un très bon complément à cette permanence tabac. On a entendu les expertises des usagers, c'est très important.
Et puis Laurent a pu également apporter son expertise d'ancien fumeur. Mhm. Donc là, les axes de travail en 2025, on souhaite améliorer le suivi. C'est ce qui pêche un peu chez nous dans les services de soins. Déjà, on n'est pas là tout le temps. Donc, avec Caroline, qui fait la permanence tabac, plus moi et Laurent, parfois on n'est pas là. Donc, cette permanence, parfois, elle ne se fait pas. Donc, améliorer le suivi. Il faut répondre rapidement quand même aux demandes des usagers. Ça aussi, il faut qu'on y travaille. Voilà. Donc, continuer à développer le projet puis réajuster aussi. Et rétablissement, donc ça, c'est les choses concrètes dans le service. Et puis rétablissement, ça nous a aussi apporté des formations proposées aux professionnels. Parce que nous sommes infirmiers, nous avons des formations dans le domaine de la psychiatrie. L'addiction, pas trop. Donc, j'ai pu avoir des formations, par exemple, sur l'entretien motivationnel. Et là, je souhaiterais faire un DU, hein, donc un diplôme universitaire sur le tabac. On a également, grâce à l'équipe rétablissement, des rencontres webinaires et des échanges avec les autres centres impliqués dans le programme. Donc, c'est important parce qu'on se retrouve parfois un peu seul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider davantage? Bon, c'est pas toujours simple dans les services de soins. Et puis, le fait d'échanger, ça nous aide bien à progresser. Mhm. Très Et, intéressant. ouais. Et puis, je voulais faire un petit mot quand même sur le retour des usagers. Ben C'est voilà. important. Voilà. Et les usagers, le tabac en hospitalisation, eh bien, moi, je dirais une chose, c'est parlons tabac. Parce que dans les établissements de santé mentale, il faut arrêter quand même la stigmatisation. Le tabac n'est pas la préoccupation première. Il faut changer les habitudes. L'importance de la prévention tabac, même s'il arrive aux soignants de distribuer le tabac, et informons les patients qui sont en demande, qui ont des questions ciblées et pointues. On s'en est rendu compte quand on a fait justement la séance sur sur le rétablissement. Et puis, il faut former les équipes surtout. Et les préoccupations des usagers qui reviennent sont les mêmes que je pense que tout le monde, donc les usagers en santé mentale. Ils sont très préoccupés par leur santé physique, le coût financier et la forte dépendance. J'ai quand même quelques usagers qui me disent j'en suis dépendant du tabac, ça va être compliqué d'arrêter. Donc le fait d'en discuter, ça permet de changer les choses. Il y a des tentatives d'arrêt dans notre service de soins, mais le suivi, je trouve qu'il est insuffisant. On a un sous-dosage en patch, donc l'importance des formations en substitut. On a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et ensuite, la problématique par rapport aux usagers en service de santé mentale, c'est l'ennui qui revient. Les difficultés de la vie, l'isolement sont un frein à l'arrêt et parfois l'hospitalisation qui est très mal vécue parce qu'on a un service de soins aigus à l'étage et parfois l'hospitalisation est sous contrainte. Donc l'hospitalisation est très mal vécue. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport, j'étais un petit peu vite, mais c'est ce que je voulais dire par rapport concrètement à ce qu'on fait Mhm. dans le service de soins. Élise. Merci Nadia. On va passer aux vulnérabilités. L'addiction, est-ce que c'est génétique? Est-ce que si mes parents fument, ça veut dire que j'ai plus de chances de fumer au final? Alors, c'est en partie génétique. C'est vrai que souvent, quand on demande aux fumeurs, dans leur famille, il y a d'autres personnes qui étaient fumeurs, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Mais c'est pas la seule raison. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas modifier, mais il y en a plein d'autres. Et notamment un facteur qui est
sur lequel on peut faire de la prévention, c'est aussi l'âge de la première consommation. On sait que plus on consomme jeune, quel que soit le produit, plus on a un risque de développer des addictions. Donc, quand on est soi-même fumeur et qu'on est inquiet pour ses enfants, bah, en fait, il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut faire de la prévention plus que la génétique, qui ça, moi, ça dépend pas de nous. Mm. On sait que les personnes qui souffrent de troubles psy, comme on dit, hein, et de pathologies touchant le psychisme, ont des consommations de tabac nettement plus élevées que la population générale. On sait aussi que ce sont des gens qui vont raccourcir leur espérance de vie, quelquefois jusqu'à 28 à 30 ans. Et c'est quand même, ça donne toute la logique et toute la crédibilité à ce projet et à vos actions, mesdames, que vous mettez en place. C'est pas pour rien, quoi. C'est une réalité très difficile. Mais est-ce que ces troubles psy sont un terrain favorable au développement des addictions et en particulier du tabagisme? Pourquoi on fume tant quand on a un souci de cet ordre? C'est une question qui est assez complexe et qui est Oui, beaucoup étudiée. Probablement que c'est un peu dans les deux sens, que si on a un trouble psy, eh ben, on est plus à risque d'avoir une addiction. Si on a une addiction, ça peut aggraver notre trouble psy, et peut-être même qu'en fait les deux pathologies partagent les mêmes facteurs de risque en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez fréquent d'avoir les deux en même temps, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on travaille avec à mieux former les professionnels de psychiatrie sur les addictions. C'est qu'on peut pas faire comme si c'était deux choses complètement séparées. Ça, ce serait la psy, ça, ce serait l'addicto. C'est important que on travaille ensemble. mmh, Denise. Est-ce qu'il existe des différences selon le trouble dont on est affecté? Ou est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Bah, alors ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, au-delà du trouble, mais c'est vrai que ce qui est très bien décrit, c'est que les personnes qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire, une dépression, par exemple, elles sont très très exposées au tabagisme. Bon, nous, Merci. Élise et moi, on est des anciennes fumeuses. Et on sait toutes les deux, par expérience, que le fait de fumer, ça permet de se concentrer, ça permet de gérer ses émotions, ça permet d'être en lien avec l'autre quelquefois. Et dans les hôpitaux psy, on sait que la cigarette aussi est l'usage de lien avec l'autre. En tout cas, elle l'était jusqu'à il y a peu de temps. On connaît tous ces apports-là qu'a le fait de fumer. Est-ce que vous pourriez dire, vous, en tant que professionnels de santé, toutes les trois, que les gens peuvent aussi utiliser la cigarette un peu comme un médicament, quelque chose qui aide à tenir bon psychiquement? C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que disent les personnes, d'avoir trouvé la cigarette ou d'autres produits comme une solution qui est efficace à court terme, même si on sait que c'est mauvais pour la santé, que voilà, il y a certains moments où on n'arrive pas à faire autrement. Donc c'est vrai qu'à court terme, ça peut être une solution, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à long terme, ça va plutôt aggraver encore nos difficultés, puisqu'en fait, quand on est fumeur, ben, on est encore plus anxieux qu'un non-fumeur, on est encore plus déprimé qu'un non-fumeur. Et ça, c'est plutôt un message d'espoir aussi à faire passer. Et je pense qu'il y aura des questions là-dessus plus tard. C'est que quand on arrête de fumer, ben, en fait, on va améliorer notre santé mentale. Et ça, c'est bien de le dire aussi aux professionnels, parce que parfois, les professionnels, ils donnent des mauvais conseils parce qu'ils ont pas connaissance de toutes ces nouvelles études qui disent que quand on arrête de fumer, on améliore notre santé mentale. Ouais, tout à fait. C'est l'effet qui se coule de la clope, hein. Je fume, j'ai l'impression de me sentir mieux, mais je me sens encore moins bien après. Donc je fume, etc. hein. C'est vraiment un piège, en fait. Et de fait, beaucoup de personnes se laissent prendre au piège, nous les premières, parce qu'on prête des pouvoirs, entre guillemets, magiques à la cigarette, alors qu'elle contribue à nous enfoncer encore plus psychiquement. On sait que les personnes qui arrêtent de fumer sont en meilleure santé mentale, comme vous l'avez dit. Élise. Iman, les chances de sevrage sont-elles plus faibles si je souffre d'un trouble mental?
Alors, je dirais que non. Un sevrage est compliqué pour une personne concernée ou non par un trouble psychique. Le plus important, c'est d'être suivi, d'en parler autour de soi à ses professionnels de santé, dont le médecin traitant, un psychiatre si on est suivi par un psychiatre ou autre, et aussi de diminuer progressivement le tabac. C'est ça qui est important, de ne pas, par exemple, si on fume un paquet par jour, du jour au lendemain, arrêter complètement de fumer. Le sevrage est important qu'il soit progressif. Si, si c'est si c'est notre démarche, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est plus simple d'arrêter d'un coup et des gens pour qui c'est plus simple d'arrêter progressivement. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, pour des personnes que vous suivez, avec qui vous travaillez au quotidien, elles utilisent diverses méthodes pour l'arrêt du tabac. On a parlé des patchs avec Nadia. On peut parler des pastilles, des gommes, du spray, de l'inhaleur, etc. Toutes les méthodes classiques, hein. On a aussi d'autres méthodes, hein, pour l'arrêt du tabac, par exemple le vapotage. Et on a des médicaments. Alors, ils sont pas délivrés en ce moment, mais bon, le Champix, la varénicline risque de revenir bientôt sur le devant de la scène en France. Alors, on a entendu dire et on nous dit toujours, attention, si vous avez un souci psy, il ne faut pas prendre ces médicaments. Aujourd'hui, quelles sont les techniques ou les outils utilisés par vos patients, mesdames, pour l'arrêt du tabac? Alors c'est vrai qu'en première intention, les substituts nicotiniques, c'est ce qu'on propose en premier et c'est très efficace à condition d'être bien dosé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont déjà essayé, mais ils n'ont pas essayé avec les bonnes doses, donc c'était pas très efficace. Euh, la vape, c'est très utilisé et nous, on a beaucoup de retours et l'intérêt, c'est que les gens, ils ont pu essayer la vape sans attendre d'en parler avec un professionnel de santé, d'aller l'acheter dans un commerce et donc on peut aussi voilà, donner des conseils de pas décourager l'utilisation de la vape et puis là aussi de pas hésiter à avoir la bonne dose de nicotine dedans. Et à propos des médicaments, alors les gens l'utilisaient pas beaucoup parce que c'était plus disponible en pharmacie, mais la varénicline ou le Champix, ça peut être utilisé même quand on a des troubles psy. Les inquiétudes qu'on pouvait avoir en fait ont été démenties par la suite par des nouvelles études qui montrent que c'est sûr à utiliser. Pour ce qui est de l'autre médicament qui est le bupropion ou le Ziban, en France en tout cas on l'utilise beaucoup moins et notamment pas quand on a des troubles psy parce qu'il est contre-indiqué si on a des antécédents de problèmes avec l'alcool, des antécédents de troubles bipolaires ou des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Donc Mhm. celui-là, on l'utilise moins, mais le Champix, si jamais il était à nouveau disponible, ça serait possible en deuxième intention. D'accord. Alors, on accueille une nouvelle personne. Je ne sais pas qui c'est. Bonjour. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, je suis le docteur Lupasinski, je suis psychiatre et je travaille sur le même centre hospitalier que Madame Nadia Tourèche. D'accord, très bien. Soyez la bienvenue dans ce Bon, live. je vous remercie. Alors, on va poursuivre les questions, Élise. Mais voilà, alors au début de ma défume, quand j'ai arrêté de fumer, là, j'étais un peu mélancolique. Je me disais, oh, c'était mieux avant, je sais pas si je vais y arriver, je suis un peu triste. Est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? Est-ce que ça aurait dû être un signe d'alerte pour ma santé mentale? Euh, Alors, vous avez raison d'être vigilante. Je pense qu'il faudrait s'inquiéter si vous vous rendez compte que ça dure, que c'est plus de 15 jours, que c'est la plupart des jours, toute la journée, que vous êtes triste, que vous avez plus plaisir à faire les choses, et que ça a vraiment un impact sur votre vie quotidienne. Tout ça, c'est peut-être des signes qui pourraient faire évoquer une dépression. Et alors, il faudrait en parler avec le médecin traitant ou avec un professionnel de santé mentale. Mais si ça reste voilà, des petites pensées comme ça, mais qui durent pas, qui passent et qui s'améliorent au fur et à mesure du sevrage, je pense que vous pouvez être rassuré. Oui, surtout que cette phase de fragilité émotionnelle est classique, hein, dans le sevrage,
Par contre, s'il y a des signes tels que décrits par le docteur Joubert, oui, il faut consulter, hein. Mais c'est normal d'avoir un coup de blues quand on arrête de fumer. C'est absolument normal, on passe tous par là, et ça ne dure pas. Par contre, le souci, c'est quand ça dure, quand ça devient plus douloureux et qu'on perd qu'on ressent moins cet appétit à vivre, hein, on est triste, on a une mauvaise image de soi, etc., etc. Là, oui, il faut consulter. Alors, on a une grande peur, Iman. Nous, les ex-fumeurs ou nous, les défumeurs, on a la trouille. On se dit d'accord, mais moi, je suis quelqu'un de fragile, hein. J'ai des petits soucis psy, etc. Je suis fragile. Si j'arrête de fumer, déjà, ça va pas être facile. Mais bon, il y a des outils, elle nous a dit, le docteur Joubert, et puis il y a le programme rétablissement, tout ça, ça va m'aider. Mais et si je me déporte sur une autre addiction, il y a un gros risque ou pas? Alors, en général, quand on rentre dans une démarche de sevrage tabagique, il y a toujours des risques qu'on se reporte sur une autre addiction. Et ça arrive. Le plus important, c'est d'être suivi, de consulter, de surveiller, pardon, ses consommations, par exemple d'alcool, pour voir si elle a diminué ou augmenté suite au sevrage. Et puis, bien évidemment, ne pas hésiter d'en parler autour de soi, auprès de son médecin traitant et professionnel de santé. Mhm. Ouais. Donc, rester vigilant, ne pas en faire une crainte qui empêche l'arrêt du tabac, mais rester vigilant par rapport à ses propres comportements, quoi, hein. Tu as développé notre addiction, toi, Elise, quand tu as arrêté de fumer? Je dirais que peut-être la nourriture un petit peu, mais je pense que j'étais pas assez substituée avec ma vape seulement, hein. Donc on Moi, m'aurait ajouté un patch, ça aurait peut-être été mieux. moi, j'étais addict un jour, addict toujours. Je me suis mise à manger de façon exponentielle. Et là où je buvais un verre de vin le soir, je me suis mise à en boire deux, puis trois. Quand j'ai vu que je buvais trois verres, j'ai ramené le tout à zéro, parce que je me connais, il faut faire attention quand même, hein. Donc, il y a des choses qu'on repère comme ça, des choses qui peuvent se mettre en place, l'air de rien. Donc, cette vigilance-là, c'est quelque chose de vraiment important. Élise, tu avais une question. Oui, alors tout à l'heure, on a un petit peu commencé à parler vapotage, on a parlé de l'arrêt progressif ou de l'arrêt d'un seul coup. La réduction des risques et des dommages ou l'abstinence. Est-ce qu'il faut choisir ou comment est-ce qu'on fait la part des choses? Il faut pas choisir, ou en tout cas, c'est la personne qui choisit ce qui est bon pour elle à ce moment-là. Et puis après, on a le droit de revoir ses objectifs au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de gens qui disent que dans un premier temps, le fait de réduire, ça peut leur sembler plus accessible. Et il vaut mieux réduire et puis s'engager dans un processus de changement, et puis après on verra si on arrête complètement, que de dire bah, c'est soit l'abstinence, soit rien. Parce que de dire ça, bah, ça décourage les personnes de faire ces changements qui sont pourtant leur demande et qui sont importants pour leur santé. Oui, en fait, quand on commence à mettre des patchs, à prendre des pastilles, on se rend compte qu'on arrive un peu à diminuer notre consommation, peut-être pas totalement, mais on peut se programmer des échéances et petit à petit s'habituer à ne plus consommer de cigarettes. Bah ouais, on se rend compte qu'on peut se passer de cigarettes qu'on pensait essentielles. Et ensuite, on va faire un chemin d'apprivoisement du sevrage. Et ça, c'est quand c'est calculé sur un temps donné, hein, on fait pas ça pendant des années, bien évidemment. Eh ben, ça peut permettre aussi d'avancer et puis de moins tirer sur ses cigarettes, de se rendre compte que, ben, oui, on est capable d'aller sur ce chemin-là. Alors, on va parler d'angoisse. Beaucoup de gens sont angoissés à l'idée d'arrêter de fumer, mais il y a des gens qui, par ailleurs, font des crises d'angoisse, qui fument leur paquet, voire les deux paquets par jour, pour calmer un petit peu tout ça, et pour qui le sevrage tabagique, c'est vraiment un peu inquiétant parce que ils ont vraiment peur, comme si le fait de fumer pouvait calmer leur crise d'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là? Je pense que si on a remarqué ça, c'est vraiment intéressant et c'est à anticiper pour le sevrage, de se dire bah, si j'arrête ou que je réduis le tabac,
comment je vais faire pour gérer mes crises d'angoisse ou mes attaques de panique. Et parfois, ça arrive que les gens aient ce qu'on appelle un trouble panique qui n'a jamais été suivi ou diagnostiqué parce qu'il était en partie peut-être un peu masqué par la cigarette. Et donc, ça peut être l'occasion, bah, là aussi, d'en parler avec son médecin, peut-être commencer un suivi avec un psychologue. Dans certains cas, il y a un traitement, mais pas toujours. Mais voilà, de dire que l'arrêt du tabac, bah, c'est aussi l'occasion de prendre soin de sa santé mentale. C'est aussi peut-être le bon moment. C'est très vrai ce que vous dites parce que on parle souvent du rideau de fumée quand on fume, hein. Et c'est comme si le tabac nous servait aussi à tenir bon, hein, on l'a dit, ou à masquer certaines choses. On équilibre plus ou moins, hein, bancalement, mais ça sert à masquer la souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que si on choisit d'arrêter de fumer, on est prêt à aller mieux. Autrement, on n'arrête pas. Donc, le fait même de se dire, moi, j'aimerais bien arrêter de fumer, ça veut dire aussi, je suis prêt à aller mieux euh, par rapport à tout ce qui se planque derrière ce rideau de fumée. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ma petite Élise, toi, tu fais des crises hypochondriaques, il paraît? Ah, ça s'arrête pas, hein. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je me vois plein de symptômes. Les maladies liées au tabac, je les ai toutes. Je veux dire, la respiration, ça va pas. Enfin, en fait, je vais me renseigner sur Internet et j'ai à peu près tous les symptômes de tout. Qu'est-ce que je peux faire? C'est très vrai. On a beaucoup, beaucoup de gens qui arrêtent de fumer, surtout des gens qui sont un peu fragiles psychiquement et qui ont l'impression qu'en arrêtant de fumer, ils vont payer le prix de leurs années de tabagisme. Comme s'il y avait une addition qui allait leur être présentée. Vous voyez? Alors, Je pense que c'est normal de s'inquiéter de sa santé et de vouloir avoir des informations fiables. Peut-être qu'on peut conseiller, du coup, parce qu'on sait que sur Internet, il y a plein de choses, bah, c'est de s'orienter sur des sites de confiance. Ça peut être le site Je ne fume plus, ça peut être les sites Santé publique France, Tabac Info Service, qui font beaucoup d'informations là-dessus. Donc déjà, euh, on trouvera peut-être déjà certaines réponses. Et puis après, je pense en parler avec son médecin traitant, qui est en général la personne la mieux placée pour vous dire, bah, peut-être il faudrait faire tel et tel examen, peut-être il faudrait voir tel et tel spécialiste, ou bah non, là, euh, au vu de votre état de santé, c'est pas nécessaire. Et si après, en avoir parlé avec le médecin traitant et avoir fait tout ce qui était préconisé, on reste très très anxieux. Peut-être que ça vaut le coup de se questionner, bah, est-ce que c'est pas en lien avec un trouble anxieux, est-ce qu'il n'y a pas comme ça des ruminations en permanence, est-ce que je devrais pas là aussi avoir un suivi pour ça, un peu comme les crises d'angoisse. Si on se rend compte que ça persiste et que ça nous envahit et qu'on y pense tout le temps et que ça, là encore que ça ne passe pas. d'accord, merci. Bon, qui dit trouble psy dit traitement, hein, traitement médicamenteux. Est-ce que le tabac va avoir un effet sur les médicaments et sur justement les effets de ces médicaments? Est-ce que ça les minore ou pas? Mesdames, Alors, il y a plusieurs études qui ont pu montrer qu'il y a un lien entre le tabac et les psychotropes de manière générale. Après, tout dépend de votre traitement. Donc, le mieux est d'en parler avec un professionnel de santé, d'évoquer votre consommation de tabac, parce que si vous fumez plus, la dose va peut-être changer. Et si vous entrez dans une diminution de tabac, votre traitement va devoir également changer. Après, tout dépend. Par exemple, si on parle d'antidépresseurs, c'est seulement les antidépresseurs qui sont composés de tricycliques. Donc vraiment bien se renseigner auprès d'un professionnel de santé pour voir si c'est nécessaire ou pas. ok, merci. Élise. Est-ce qu'il est possible que le deuil de la cigarette entraîne une dépression? Ou la cigarette, est-ce qu'elle cachait mon mal-être avant? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. C'est un peu ce qu'on abordait tout à l'heure quand on parlait du rideau de fumée. Ça peut arriver que on ait eu on ait
dépression qui est débutée avant ou qu'on ait des fragilités vis-à-vis de la dépression comme on avait des fragilités vis-à-vis des addictions. Et du coup, au moment du sevrage tabac, on se rend compte de tout ça et on peut bénéficier d'un suivi. Mais en règle générale, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Les études montrent que quand on arrête de fumer, bah, on a plutôt son humeur qui s'améliore, en fait. Mhm. Et si j'ai décidé d'arrêter de fumer, je fume comme un pompier et ça y est, je me décide. J'ai pas encore arrêté, mais je vais le faire. C'est programmé. Je rentre dans le programme rétablissement. Tout va bien. J'ai rencontré Nadia, j'ai rencontré la psychiatre, madame. Et ça y est, je suis partie. Donc je me sens bien. Je me dis, ça y est, je vais réussir un truc de bien. Est-ce que c'est le moment, juste avant d'arrêter de fumer, de faire baisser mon traitement? Parce que je me sens quand même bien dans cette idée-là. Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende d'arrêter de fumer pour rééquilibrer peut-être mon traitement? Oui. Ouais. Bah, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'attendre un peu parce que si vous arrêtez de fumer et qu'en même temps vous baissez votre traitement et que finalement ça va pas, on aura du mal à dire est-ce que c'est à cause du traitement, est-ce que c'est à cause de l'arrêt du tabac, est-ce que c'est à cause d'autres choses. Donc en général, quand on baisse le traitement, on essaie de le faire dans un moment où ça va bien, où il n'y a pas d'autres sources de stress à côté. Comme ça, on peut se dire avec assez de certitude que si ça va pas, finalement, bah, c'était peut-être en lien avec la baisse du traitement. Dans tous les cas, si vous avez programmé votre arrêt, bah, ça vaut le coup de le dire avec votre psychiatre, de le dire à votre psychiatre à l'avance, comme ça vous pouvez aussi vous mettre d'accord ensemble sur une sorte de petit plan de voilà, qu'est-ce que je fais avec mon traitement, dans quelle durée, quel ordre, voilà, d'anticiper. D'accord, merci. Élise. Oui, alors, sur la page du Mois sans tabac des Hauts-de-France, on a des personnes, parfois elles nous disent, bah, moi pour arrêter de fumer, j'utilise un peu des anxiolytiques, des antidépresseurs. Est-ce qu'il y a un risque? Ouais, alors les anxiolytiques et les antidépresseurs, c'est pas les traitements de l'arrêt du tabac. Il y a une vigilance à avoir, c'est que on disait quand on a des difficultés avec le tabac, bah, on est plus vulnérable aux autres addictions. Et les anxiolytiques, ça peut donner des dépendances, des addictions. Donc il faut être prudent parce que on pourrait avoir du mal à les arrêter par la suite, les anxiolytiques, si jamais on les prenait trop longtemps. Après, ça peut arriver qu'ils vous soient prescrits pour d'autres raisons que le sevrage du tabac et auquel cas ça pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que peut-être on est un peu plus à risque que quelqu'un qui n'aurait pas eu de problème de consommation dans sa vie. Merci. Alors, une personne nous a écrit, la psychiatre que je consulte depuis mon arrêt du tabac, depuis plus de 3 ans donc, me conseille à intervalles réguliers de recommencer à fumer complètement. Elle me dit que j'arrêterai le jour où j'irai mieux, si ce jour arrive. Que penser de tout cela? Bah, je pense que ça serait intéressant d'en rediscuter avec elle et de savoir pourquoi, pourquoi elle dit ça et qu'est-ce qu'elle pense derrière. Parce que, comme on le disait, en fait, a priori, le fait de fumer, ça va plutôt aggraver votre état de santé mentale et puis ça va vous exposer à tout un tas de risques pour votre santé. Donc, c'est pas un conseil qu'on donne aux gens de reprendre le tabac. Par contre, c'est vrai que peut-être votre psychiatre, elle est fort inquiète pour votre morale, et donc ça vaut le coup d'en parler avec elle et de voir quelles autres solutions il pourrait y avoir, parce que c'est pas souhaitable d'être déprimé pendant 3 ans. Mais je pense pas que la reprise du tabac, ça soit un conseil efficace. Mmh. Ouais, faut chercher autre chose que de reprendre la clope, quoi. Hein, quand même. Élise, tu as quelque chose d'un peu similaire. Allez. Un tout petit peu, mais là,
c'est pas la psychiatre qui me dit de reprendre la clope, c'est le tabacologue qui me dit, oh, si vous craquez pour juste une et que ça vous empêche de redevenir dépressive, c'est pas si grave, quoi. Et est-ce que juste une pour éviter la dépression, c'est possible? Alors, juste une cigarette, ça va pas être le traitement de la dépression non plus. Je pense que peut-être ça vaut le coup parce que quand on ne peut pas être spécialiste de tout et peut-être le tabacologue aussi il peut être inquiet pour votre morale, notamment s'il travaille pas en santé mentale comme Nadia par exemple. Et donc peut-être se mettre en lien entre l'équipe de tabacologie et l'équipe de psychiatrie, bah, ça peut permettre de trouver des solutions plus ajustées. Mais reprendre une cigarette, ça va probablement pas améliorer votre dépression. Mhm. Oui, d'autant plus que moi, juste une cigarette, ça devenait vite juste un paquet de cigarettes, juste une cartouche de cigarettes. Voilà. Et on n'oublie pas que ce qui crée un certain nombre de maladies graves, hein, comme les cancers, les BPCO, etc., c'est bien la durée d'exposition au produit. C'est pas la quantité de clopes que vous avez fumé, mais bien le nombre d'années que vous fumez. C'est pour ça qu'on vous dit arrêter. Il y a toujours un bénéfice à arrêter, quel que soit l'âge, mais arrêter le plus tôt possible, parce que c'est le temps d'exposition au tabac qui pose vraiment un gros souci pour votre santé. Donc la petite clope tous les jours qui appelle ses copines, c'est peut-être pas une très très bonne idée, non? Alors on a une question aussi qui nous a été posée pour vous la poser. Vous médecin, vous infirmière, vous psychiatre, que pouvez-vous répondre à un fumeur qui vous dit qu'il est trop dur pour lui de choisir entre sa santé mentale, qu'il préserve tant bien que mal en fumant, et souvent en fumant beaucoup, et sa santé physique qu'il détruit massivement en fumant? Les personnes arrivent et disent, ben ouais, mais moi, je ne tiens que grâce à la clope. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous leur répondez, toutes les quatre là? Nadia, qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, en fait, on a beaucoup d'idées reçues également. Donc, on travaille sur plutôt les idées reçues avec les usagers. Euh, Par exemple, pour eux, enfin, fumer, ça leur permet c'est un moyen de se déstresser, de régler leurs problèmes psychiques. Donc, on essaie de travailler justement sur ces idées reçues, que la cigarette n'amène pas forcément, au contraire, va stresser davantage, et que c'est le manque qui fait qu'ils sont stressés ou énervés. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Euh, voilà. D'accord. Madame la psychiatre, excusez-moi, j'ai mangé votre nom. Vous voulez compléter? C'est le docteur Lopazinski, en fait. Oui. Lopazinski, d'accord. Lopacinski, oui. Oui, ben déjà, je rejoins évidemment les propos de Nadia. Et puis aussi toujours la question de ce que souhaite la personne et peut-être aussi d'aller la questionner si elle en est d'accord sur son projet de vie. Ça peut par exemple, je pense à un bras de levier qui paraît comme ça. Peut-être un peu simpliste, mais si il y a une consommation énorme de tabac, on sait tous que ça renvoie à un coût énorme. Donc ça peut être par exemple si, puisqu'on travaille beaucoup sur la réhabilitation, le rétablissement, si son projet c'est de vivre seul, c'est la majorité, et c'est très respectueux, c'est à respecter, je veux dire, souhaite par exemple s'engager vers un logement individuel, ben, on va pouvoir peut-être mettre en parallèle le projet de vie qui paraît, ben, la personne a l'air voilà, de s'y attacher, et le coût du tabac, pour peut-être parler, de pouvoir parler d'autre chose que la santé physique, la santé mentale, peut-être être un peu plus sur quelque chose de rationnel, rationalisé. Enfin, voilà. C'est pas plus tard que la semaine dernière où
J'ai rencontré un patient où on a discuté comme ça, tranquillement. Voilà. Mm. Toujours cette idée d'une personne citoyenne avec des envies, des souhaits, des projets, et ça permet parfois de dénouer les choses. Oui, tout à fait. Moi, je reviens. Oui, Oui, je voulais allez-y. rajouter en fait que quand on parle, euh, quand on parle tabac avec l'usager en santé mentale, hein, là, dans le service de soins, on écoute aussi les autres préoccupations en fait de l'usager. Et puis, c'est prendre en compte ses préoccupations et puis en parler aux autres intervenants. Ça peut être le psychologue, la case manager, bah, le médecin avec qui on travaille pour essayer de résoudre ce problème. Donc, voilà, parce qu'il y a euh, en santé mentale, les usagers ont envie, ont le désir d'arrêter, ont bien conscience des problèmes de santé que cela peut causer, mais il faut aussi également prendre les autres préoccupations de l'usager. Ça peut être, comme l'a dit le docteur Lopazinski, le logement, Oui, oui, tout à fait. et plein d'autres préoccupations. Mhm. Vous vouliez rajouter quelque chose, Claire Heyman? Non? Oui, peut-être dire que les personnes, en fait, elles ont plein d'autres ressources et même si elles ne les amènent pas comme ça directement, quand on discute avec elles, en fait, on va toujours se rendre compte qu'elles ont réussi plein d'autres choses dans leur vie par le passé et qu'il n'y avait pas que le tabac, en fait. Et donc, d'utiliser ces autres ressources, ça va aussi aider à l'arrêt du tabac et puis dans tous les autres projets. Oui, et puis ce qui fait peur aussi beaucoup aux gens, c'est d'être en manque. Et du coup, il y a des réponses au manque. Si vous avez très peur d'être en manque, il y a de la substitution. Et la substitution, c'est pas un patch, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être quatre. Ça peut être ras la gueule, c'est-à-dire autant que pour que vous ressentiez plus du tout l'ombre d'une envie physique. Et après, vous diminuerez tranquillement. Donc le manque et la peur du manque qui vient souvent derrière tous ces trucs-là et ces arguments-là, eh ben, il y a aujourd'hui, et c'est une chance, le tabac, c'est une des seules drogues où on a cette substitution efficace. Vraiment, ça marche. Hein, Elise, ça marche. Bah, ça marche et puis en plus avec une prescription, bah, C'est j'ai gra- rien à payer alors c'est pris en charge. Donc, moi, je fumais 50 cigarettes par jour et j'ai été bien substituée. C'est vraiment quelque chose d'important. N'ayez pas peur du manque parce que le manque, ça se traite. Et ça se traite avec une substitution. Ça, c'est vraiment important. Élise, tu avais une question. oui, bah voilà, moi, mes soignants, quand ils m'ont aidé à arrêter de fumer, régulièrement, j'ai passé un test qui s'appelle le test HAD. Et ce test, c'est un outil assez simple qui sert à évaluer la présence de symptômes d'anxiété ou de dépression. Est-ce que toutes les personnes qui arrêtent de fumer devraient passer ce test? Alors, c'est vrai que ce test, il est dans les recommandations. Donc, c'est un test qui permet de dépister l'anxiété et la dépression. Et il est aussi dans les dossiers de consultation tabaco qu'on a. Donc, assez souvent, les soignants vont vous le faire passer. Alors, c'est intéressant parce que ça permet justement de dépister peut-être des choses dont on n'avait pas connaissance avant. Mais il faut savoir que les tests, ça suffit pas à faire un diagnostic. Donc, c'est toujours intéressant quand vous le passez de pouvoir en rediscuter avec votre médecin et de savoir bah, qu'est-ce que ça veut dire au-delà du chiffre? En fait, vous, concrètement, dans votre vie, bah, qu'est-ce qui vous pose souci et est-ce que ça doit amener à un suivi particulier ou pas? C'est surtout à ça que ça sert, mais ça suffit pas tout seul, un test. Alors moi, je pense à arrêter de fumer. Je suis quelqu'un qui fume souvent depuis longtemps. J'ai une fragilité ou un souci psy, traité ou pas. Euh, je veux me faire aider. Où est-ce que je peux m'adresser pour obtenir de l'aide? Alors, je sais qu'il y a un éventail très large. Est-ce que vous pourriez, Iman et vous, mesdames, nous les décrire, nous dire concrètement qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'apporter de l'aide? Parce que je sais que j'en ai besoin, je suis fragile.
Alors, je vais peut-être commencer, puis Claire Ouais. ou Nadia compléteront. La première étape, je dirais, c'est d'en parler à son médecin traitant. Donc c'est souvent le premier médecin à qui on peut en parler. La deuxième étape, c'est en fonction d'où vous habitez, de vous rapprocher auprès d'un CMP. Donc c'est un centre médico-psychologique donc, qui sont sectorisés. Donc, normalement, chaque ville a un CMP où est sectorisé, enfin, est dans un, comment je peux dire, Il y a un CMP pas loin de chez il y a un CMP pas loin de chez vous, donc où vous pouvez consulter auprès d'un psychiatre. Et puis la troisième solution serait d'aller dans le libéral, consulter un psychologue ou un psychiatre. D'accord, ok. Ça, c'était pour le côté euh, ouais, troubles psychiques, notamment si vous n'êtes pas encore suivi. Si vous êtes déjà suivi, bah, retournez voir la personne qui vous connaît. Et puis pour le côté addictologie, donc ça peut se faire dans ce service-là, comme c'est le cas par exemple à Saint-Amand, où il y a des personnes qui sont formées sur le tabac. Si jamais c'est pas le cas du professionnel de santé mentale qui vous suit, bah, il peut aussi se rapprocher des services d'addictologie. Ça c'est pareil, il y en a partout sur le territoire, des services d'addictologie ou de tabacologie, et qui peuvent aussi vous proposer un accompagnement. Et puis, je fais beaucoup de ressources, mais une autre qui est importante à connaître aussi, c'est le tabac info service, qui est le 39 89, où vous pouvez appeler gratuitement, et puis vous avez un professionnel au téléphone qui peut aussi vous orienter. Mhm. Donc, le tabac infoservice est un site, hein, mais c'est aussi via le 39 89 des consultations avec un tabacologue. La personne va vous rappeler un certain nombre de fois. Pour avoir la liste de toutes les consultations dans votre région, vous allez sur le site Tabac Info Service, je cherche un tabacologue pour les tabacologues. Et Claire nous a parlé aussi des consultations d'addictologie, hein, qui peuvent être très précieuses. Pour voir et connaître toutes les consultations d'addictologie, vous allez sur le site, par exemple, bon, il y en a plusieurs, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Addicted, addicted.fr, hein. Sur addicted.fr, vous avez plein d'informations autour des addictions, quelles qu'elles soient, y compris celle du tabac. Et vous avez aussi toutes les adresses des professionnels à côté de chez vous, hein. Vous renseignez votre ville et vous aurez toutes les adresses. Il faut savoir aussi que les consultations en milieu hospitalier, la plupart des consultations, les gens n'avancent pas dessous, hein, c'est pris en charge. Ça, c'est très important de le dire, hein, parce que quelquefois on hésite, on va dire combien ça va me coûter, c'est un spécialiste. Il y a Non, les consultations au milieu hospitalier, dans les centres de tabacologie, d'addictologie, vous n'avancez pas dessous. Et c'est la même chose pour les XAPA. Ce sont des centres d'aide qui existent dans un certain nombre de villes, hein. Il y en a certainement un pas très loin de chez vous. Et même chose, vous pouvez y aller en dehors du travail qui est fait, bien sûr, euh, en hospitalier. Alors justement, Nadia et docteur Vlopasinski, je pense que j'abîme votre nom, ça va pas. Mais bon, docteur, je vais vous appeler docteur jusqu'à la fin du live. Euh, Qu'est-ce qui est proposé en termes de suivi pour les personnes? Il y a des gens qui peuvent venir vous voir en disant bonjour, j'ai envie d'arrêter de fumer. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On commence à entendre parler de cette permanence tabac dans le service parce qu'on diffuse l'info. On a fait un affichage, on a créé un logo, c'est important aussi. Et ça nous arrive également d'accompagner pour le moment, mais après les usagers le font seuls, d'accompagner ou d'aller voir les usagers qui fument en fait dans l'espace fumeur. Et c'est l'occasion justement d'en parler. Sinon, la permanence tabac est ouverte, comme je vous ai dit, le vendredi. Mais en général, les usagers ne viennent pas spontanément. On va à la rencontre des usagers pour le moment. Et voilà comment peut s'amorcer une diminution du tabac, parce que pour l'instant, on a davantage d'usagers qui souhaitent diminuer qu'arrêter. Donc, on a un usager qui souhaite arrêter. Donc voilà, par les tabacs, c'est ça. Puis les séances de groupe, donc animées là avec Laurent, le père aidant, ça a été aussi un petit déclic parce que finalement, ils en parlent entre eux, ils en parlent entre eux dans les couloirs. Donc voilà, c'est de bouche à oreille,
montrer notre présence aussi, c'est important pour les aider dans la diminution ou l'arrêt du tabac. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur? Oui, un petit quelque chose. C'est vrai que ça demande, ce que vous dites, là, Nadia, au travers de ce que vous dites, ça demande aussi, disons, une formation, enfin, déjà une sensibilisation et une formation de tout le secteur. C'est quelque chose qui finalement devient transversal. On est prêt, enfin, on est de plus en plus prêt à entendre les demandes des personnes concernées par rapport au tabac. Et on s'éloigne, pardon de le dire comme ça, parce que moi, je suis pas jeune, on s'éloigne de la fatalité, bah, on fume, oui, mais vous êtes en psychiatrie, c'est comme ça. Enfin, je vais vite, hein, je force le trait. On s'éloigne de plus en plus de ce discours et on se forme. Et donc, pour répondre directement à la question, on peut, dans toutes les UF du secteur, parler du tabac. Voilà. Mhm, Mais on est bien sûr ouvert à travailler avec l'équipe de tabacologie de l'hôpital, évidemment. mhm. Quel chemin parcouru? Parce que moi qui suis encore plus vieille que vous, Ça, c'est pas sûr. si, je suis sûre. Quand j'étais très 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 jeune et que je faisais des études universitaires, c'était en psychologie, je travaillais en ophtalmopsie l'été et pendant toutes les vacances scolaires. Et tout le monde fumait. Les patients, les soignants, les patients avec les soignants. Quand on avait quelque chose à dire à quelqu'un, on fumait une clope avec. Pendant les consultations, on fumait avec son patient. Tout le monde fumait, J'ai connu. bien sûr. Et le tabac, c'était vraiment le mode de communication qui ne se disait pas comme tel, mais principal. Et les soignants entre eux, ils fumaient pendant les réunions. Et puis, en veux-tu, en voilà, quoi. Mais on fumait comme des pompiers tout le temps. Et aujourd'hui, quand on voit, bon, j'ai beau être vieille, mais quand même, ça fait pas 2 générations, hein, quand on voit ce projet rétablissement, qui puisse déjà se mettre en œuvre dans un établissement de santé mentale, ça montre déjà tout ce chemin qui a été parcouru. On ne se rend pas compte si on n'a pas cette distance-là que Madame cite avec le temps, hein. Il y a eu des progrès énormes. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir aux personnes. Parce qu'avant, tu allais en HP, tu étais condamné à cloper, hein, je veux dire, autrement, tu étais complètement à de côté. C'était l'exception, quoi, hein. Ils fument pas, bon, ils nous intéressent pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, vraiment très, très important. Et on avait une grosse morbidité, hein, des personnes qui avaient des soucis de santé mentale justement à cause du tabac. Les gens mouraient du tabac et très très jeunes. Pour ça, c'était les chiffres que je citais en espérance de vie diminuée qui crevaient les plafonds, quoi. Alors, je crois qu'on a une dernière question, Élise. Alors, de votre position d'infirmière, de médecin, de psychiatre, quels sont selon vous les facteurs qui font réussir vos patients à arrêter de fumer? Qu'est-ce qui est favorable pour leur arrêt du tabac? Je peux commencer. Moi, je pense que ce qui est, en fait, on sous-estime la motivation des gens. La plupart des gens, ils sont motivés à arrêter. Parfois, ce qui pose souci, c'est plutôt leur confiance dans leur propre capacité à arrêter. Et donc, le fait d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance dans sa capacité, d'être bien entouré, et puis de savoir que même si ça prend du temps, même si on diminue d'abord, puis qu'on arrête ensuite, de jamais perdre de vue que c'est possible, moi, à mon avis, ça, c'est un facteur important. OK? Nadia? Enfin, moi, je rejoins le docteur Joubert, je rejoins Claire en fait sur le fait qu'on sous-estime l'envie d'arrêter ou de diminuer le tabac dans les services de santé mentale. Je crois que là, ça évolue quand même.
Et je reviendrai sur le mot enfin, les deux mots que j'avais dit au début, c'est parlons tabac dans les services de santé mentale, en santé mentale. De toute façon, à la limite, on pourrait même enlever en santé mentale. Il faut vraiment être à l'écoute en fait de l'usager, de sa demande, diminution ou bien arrêt. Il faut horizontaliser le soin en fait, c'est ou l'accompagnement. On ne dicte pas, on co-construit une stratégie et surtout on discute, on réajuste. L'utilisation d'une bonne substitution, ça c'est important. Donc là-dessus, il faut qu'on y travaille. Et puis un suivi régulier, c'est vraiment être à l'écoute et être réactif quand enfin, l'usager en santé mentale dans un service de soins est en demande. Il faut vraiment pas laisser passer les jours. Il faut vraiment être réactif voilà, et répondre à ces demandes. Docteur? Docteur, Oui, ben oui, encore une fois, je rejoins les autres personnes et j'ai envie de dire, en fait, la posture est dans le nom des rétablissements. Hein. C'est ça, en fait, c'est évoquer le tabac, informer euh, au travers du rétablissement. C'est, 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 Merci à Claire et à Iman parce que c'est ce mot qui est porteur, cette expression, je dirais, ce jeu de mots qui est vraiment porteur de toute la suite mhm. avec les personnes concernées. Iman, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que mes collègues ont très bien complété les propos, mais Alors, euh, alors, en vous écoutant toutes les quatre, on voit qu'il y a quelque chose comme une équipe autour de ce projet, hein, que ça fait des bébés, comme on dit. Si je travaille dans un établissement de santé mentale, que je sois dans votre région, ben là, quelle chance, ou que je ne sois pas dans votre région, et que eh ben, je me dise, ben, ce qu'elles font, c'est vraiment super, j'aimerais bien faire quelque chose qui, qui ressemble à cela, et pas réinventer la poutre, à partir du moment où vous mettez plein de choses en place. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois savoir? Quelles sont les conditions pour le faire? Euh, c'est aussi ça la question qu'on va avoir. Vous pouvez nous répondre là-dessus? Bah, moi, je veux bien. Oui, allez-y, va vous passer la parole, hein. Voilà, moi, je dirais simplement, il faut se lancer. Et il faut se lancer, mais pas seul, hein. Il faut vraiment travailler en équipe dans un service de soins, c'est important. Chaque expertise est différente et complémentaire. Et puis, se faire accompagner justement par le projet rétablissement, c'est important. Parce que de ce fait, on a des réunions régulières, des webinaires, et ça permet d'échanger avec les autres professionnels. Et pourquoi pas, à un moment donné, essayer de créer une bibliothèque de nos outils, Mhm. pouvoir partager nos outils. D'accord. Les autres? Oui, je rejoins tout à Ouais. fait Nadia, de ne pas hésiter à se lancer. Vous pouvez nous écrire, nous on est toujours ravis d'échanger avec d'autres personnes et ce projet on a aussi pu le monter grâce à d'autres équipes de tabacologie et d'addictologie qui avaient plus d'expérience que nous et qui nous ont conseillés et qui continuent de nous conseiller pour voilà, être sûr que ça va dans le bon sens et c'est aussi grâce à elles et c'est l'occasion de les remercier. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Si vous êtes un service de psychiatrie dans la région, bah, c'est possible de rejoindre le projet. Et même si vous êtes dans d'autres régions, bah, nous, on est ravis d'échanger avec vous pour savoir comment vous faites chez vous. Et même si vous voulez essayer de reproduire ce projet, bah, c'est très riche de voir si ça marche aussi dans d'autres régions. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Ok. Iman, un petit mot? Oui, je rejoindrai du coup Nadia et Claire dans leurs propos et puis ajouterai que finalement, rétablissement, ce qu'il y a au cœur de ce projet, c'est le sevrage tabagique, mais aussi l'échange de pratiques
qu'il y a entre les différents centres qui participent au projet. Et bien évidemment, si vous voulez le reproduire, ben, le projet rétablissement, on peut vous apporter de l'aide. N'hésitez pas à nous écrire comme Claire l'a dit. Et puis l'élément principal, comme l'a dit Nadia, c'est de travailler ensemble. Donc n'hésitez pas à contacter les services d'addictologie qui ont parfois plusieurs outils à disposition qu'un service de psychiatrie n'a pas forcément. D'accord. Donc un projet comme rétablissement, ça met du lien entre les patients et les soignants pour l'arrêt du tabac, c'est-à-dire pour quelque chose dont on parle pas spécifiquement toujours, et donc ça met en avant ce lien et ça permet d'accompagner, mais ça met aussi du lien entre les soignants dans un projet commun qui est d'accompagner les patients vers ce rétablissement de la dépendance, de l'addiction au tabac fumé. Et c'est vraiment ça que vous nous avez montré aujourd'hui, vraiment, parce que on sent votre écoute et votre suivi et votre attention aux patients, cet accompagnement-là. Et on sent aussi dans vos partages, dans vos échanges, dans ces outils partagés, dans la démarche que vous avez qui est commune, à quel point la communication est ouverte entre les professionnels de santé. Et ça, c'est une vraie chance, hein, bravo. Mm. Élise, le mot de la fin. Ouais, je vais vous remercier toutes les quatre. J'ai été vraiment Merci. ravie de vous entendre parler des personnes dans leur globalité, pas seulement leur maladie, pas seulement leur addiction, mais tout simplement leur vie, leur logement, le temps où elles sont soignées, mais aussi le temps où elles vont sortir peut-être de l'hôpital et dans cette addiction au tabac, ce qui me semble essentiel, quand on arrive à arrêter, malgré des souffrances psychiques, c'est l'estime de soi retrouvée. Et quelque part, la capacité à retrouver cette estime dans tous les autres domaines qui ne sont pas forcément l'addiction. Merci à vous. Merci pour votre magnifique projet. Merci pour votre travail. Mm. Grand Et puis, merci. quant au live tabac, eh ben, on va bientôt se retrouver. Le sujet n'est pas tout à fait défini, mais Françoise et moi, on sera bien au rendez-vous pour rencontrer de nouveaux professionnels de santé sur un nouveau sujet. N'hésitez pas à partager ce live parce que je pense qu'il peut intéresser plein de monde. À bientôt. Merci mesdames, à bientôt. Ben, Au merci revoir. beaucoup. Au Merci revoir. Au beaucoup. revoir. Au revoir.